Après avoir fini second de Ligue 1 durant la saison 2023-2024, après avoir retrouvé un effectif cohérent, une dynamique positive et l'espoir de voir le club grandir, les monégasques d'Adi Hütter ont dû gérer un virage estival qui aurait pu faire sacrément mal en vendant tes deux milieux de terrain titulaires qui étaient Camara et Fofana, en vendant ton leader défensif et rare joueur d'expérience Guillermo Maripán, et en se séparant de certains joueurs de complément pas vraiment haut niveau, les rouges et blancs ont fait un ménage important, appuyé par le départ libre de Wissam Ben Yedder. Le français, en plus d'être ton capitaine, était ton meilleur buteur, un offensif exceptionnel qui portait l'équipe quand il le fallait, capable de gestes ou de moments de très haut niveau qui ont longtemps permis à l'équipe de briller. Son départ, ainsi que les autres, aurait pu déséquilibrer un groupe qui recommençait à jouer le podium, à jouer les premiers rôles en championnat, mais au final, ces choix forts ont sûrement été fondateurs dans ce début de saison impressionnant des Monégasques. Si le cas Monaco aurait pu être sujet à débat, les hommes d'Adi Hütter ont rapidement fait comprendre que cette saison serait la leur. En 12 matchs, ils ont sécurisé 26 points sur 36 possibles, permettant de verrouiller une seconde place bien au chaud à 3 points d'une équipe incapable de gagner à domicile. Avec 21 buts marqués pour 10 encaissés, les statistiques telles quelles ne permettent pas de montrer la puissance dégagée sur le terrain, mais le tableau de chasse constitué de l'OL, Rennes, Strasbourg à l'extérieur en championnat permet de mettre en lumière une vraie machine difficile à faire tomber. Un bilan visible aussi en Europe, où Monaco a particulièrement brillé, que ce soit avec ses 3 victoires et 1 nul en 4 matchs, sa place confortable dans le classement de Ligue des Champions, et évidemment, la fameuse victoire contre Barcelone, qui a permis de rapidement faire comprendre que les hommes de la principauté n'étaient pas des rigolos. En tapant l'une si c'était la meilleure équipe de ce début de saison, le message passé est clair, cette équipe va atteindre de nouveaux sommets, et les résultats appuient une montée en puissance. Mais surtout, il est impossible de douter que les choix faits durant le mercato estival ont été les bons. En perdant pas mal de joueurs importants, je suis sûr que certains supporters ont douté. Surtout quand ces départs ont été remplacés par des jeunes joueurs n'ayant pas de vraie expérience en Europe, Mawissa en défense, Camara au milieu, Eleni Rena en attaque. Les trois sont donc des jeunes prometteurs, mais il est impossible de dire que ce sont eux qui vont remplacer les leaders de l'an dernier. À ces trois profils s'ajoute Jordan Teze, un néerlandais qui lui est un peu plus vieux, il connaît l'Europe, il connaît la pression d'une équipe qui veut performer, et il a une polyvalence intéressante, malgré sa faiblesse physique. Le choix d'une telle stratégie était donc sacrément culotté. Après une saison où les tops d'équipes ont été décevantes, il était sûr que la concurrence serait plus forte d'entrée de jeu. Avec l'Europe en supplément, en pleine semaine, la fatigue allait prendre une part plus importante, l'effectif serait donc soumis à plus de matchs en jeu, plus de courses à encaisser, et pour ces échéances, ce serait de nouveau de jeunes joueurs qui porteraient les attentes des supporters sur leur dos. Avec ces changements, l'AS Monaco est devenu l'un des effectifs les plus jeunes de Ligue 1, seulement 8 joueurs sont au-dessus des 25 ans, seulement 4 sont au-dessus des 28 ans, aucun dans la trentaine, et le tout avec le leader offensif et capitaine parti libre. Les craintes, la peur, les critiques auraient pu pleuvoir. Très honnêtement, la stratégie aurait pu être remise en question, mais en résistant son début de saison, en dominant la Ligue 1, tout en restant compétitif en Europe, l'AS Monaco nous a rappelé 3 points importants qui expliquent cette grande réussite pour l'instant. Déjà, ce qu'il faut bien mettre en avant, c'est que cette réussite n'est pas seulement statistique, elle est aussi visible sur le terrain. Le spectacle proposé est vraiment intéressant, avec un bloc qui n'hésite pas à jouer très haut, à combiner pour battre les défenses adverses, et avec énormément de mouvements pour créer des espaces. La prise de risque avec ballon des centraux permet de créer des moments de surnombre ou bien même des contres, offrant de sacrées occasions aux offensifs. Des attaquants dont le travail ne s'arrête pas à la phase avec ballon, puisqu'avec un bloc aussi haut, il est absolument nécessaire que le contre-pressing soit fait de mieux possible. Le collectif est donc vraiment intéressant, les nouveaux ont pour l'instant tous réussi à apporter quelque chose, et Hütter a su adapter ses idées, ses envies à l'effectif. Le jeu proposé est vraiment alléchant, les prises de risque souvent récompensées, et la puissance offensive s'en va décupler. Que ce soit en contre, sur attaque placée, ou même sur coup de pied arrêté, les Monégasques réussissent toujours à trouver un moyen de se créer l'occasion. Les nombreux blocs bas affrontés auront évidemment mis à mal cette idée de jeu, mais le talent, le niveau technique des joueurs, et les courses effrénées des offensifs n'auront jamais été vains, puisque les 3 matchs où l'équipe a perdu sont 3 accidents de parcours qui permettent à cette équipe de grandir. L'AS Monaco et Adi Hütter ont réussi à mettre en place un jeu, une idée qui fait de l'équipe une des attractions de la saison. Franchement, je suis impressionné par la débauche d'énergie immense, mais ce n'est que le premier point. Le second est un peu moins évoqué, pourtant il est logique, c'est la grande importance des leaders de l'équipe. Quand tu regardes les âges des joueurs les plus alignés cette saison, tu te rends compte que Monaco a réussi à créer un mélange très intéressant de jeunes joueurs et de leaders dans leurs meilleures années. Les Vanderson, Lamine Camara, Akliouche, Magassa et Ben Seguir, qui brillent en étant jeunes, sont bien encadrés par des joueurs dans leurs meilleures années à chaque ligne. Et cela permet de créer un équilibre sain dans l'effectif. Parmi les leaders, tu retrouves par exemple un Denis Zakaria
que beaucoup sous-cotent. Arrivé après des échecs à Chelsea et la Juventus où il n'aura pas réussi à s'imposer, le Suisse est rapidement redevenu le joueur exceptionnel connu au Borussia Mönchengladbach. En ce début de saison, il porte l'entrejeu de Monaco au point qu'on pourrait s'avancer et le considérer comme l'un si ce n'est le meilleur milieu de Ligue 1, que ce soit dans son impact physique, dans les duels, son intelligence de jeu dans le positionnement ou dans ses choix avec ballon, ses coups d'éclat dans la percussion, sa qualité technique qui lui permet de garder le ballon, sans trop forcer même en étant pressé, ou bien sa qualité de passe qui lui offre une vraie capacité à surprendre l'adversaire. Dans tous les compartiments du jeu, Zakaria est un monstre qui permet d'offrir une vraie plateforme solide à la construction monégasque. Souvent capitaine, il apporte son expérience, sa sérénité et sa créativité à une équipe qui se doit de souvent combiner pour créer des décalages. Il apporte une vraie sécurité sans ballon et surtout, tu sens son impact dans les résultats, puisque sur les 3 matchs qu'il n'a pas joué en Ligue 1, l'ASM en a perdu 2. On pourrait donc se dire que les joueurs les plus importants sont les plus anciens. Les Takumi Minamino, Golovin, Kerrer ou Ambolo sont des titulaires en puissance, des chaînons importants du collectif interne, mais si on prend l'échelle d'importance, ils sont plutôt loin derrière Zakaria. Non justement, c'est là que le plot twist apparaît, puisque le 3e point est le suivant, la restructuration des statuts dans l'équipe et la grande confiance placée dans la jeunesse. Comment remplacer un joueur à 25 buts par saison? Un leader offensif qui porte l'équipe lorsqu'elle en a besoin, qui ne marque pas le 2e ou le 3e but mais le premier, celui qui donne l'avantage et surtout celui qui peut offrir la victoire. C'était le défi d'Adi Hütter lorsqu'il a préparé la saison de son équipe. Ironiquement, c'est aussi le défi qui s'est présenté au PSG avec le départ de Kylian Mbappé, à l'OM avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, et les 3 clubs ont choisi des solutions plutôt différentes. Le PSG a décidé de miser sur sa mise en place collective. Mbappé n'a pas vraiment été remplacé, aucun joueur offensif n'a été ajouté pour prendre une position, un rôle similaire, et l'objectif de Luis Enrique était de trouver une solution par le jeu. Un choix audacieux qui, lorsque l'on regarde le début de saison parisien, s'avère être un cuisant d'échec, mais je pense que ça aurait pu marcher. L'OM de son côté a recommencé ses conneries en effectuant un 3e virage idéologique. Le départ d'Aubameyang a été remplacé par la mise en place des idées de jeu de Roberto De Zerbi, mais surtout par l'arrivée d'un Eli Wahi totalement incapable de rentrer dans le nouveau moule construit à ce poste par l'Italien. C'est donc pour l'instant un échec, mais pas total, puisque l'équipe pourra encore se relever sans souffrir de cette période compliquée, et surtout, le backup, Neal Maupay, rentre plutôt bien dans ce moule. Quant à Monaco, on en a déjà parlé, mais Hütter a décidé de simplement offrir une chance à ses offensifs déjà au club, de récupérer ce fardeau en se le partageant. En soi, c'est similaire à la stratégie mise en place par le PSG, celle de faire ruisseler les impératifs de but sur le reste de l'effectif, mais j'y vois quand même quelques différences importantes. Déjà, tu es allé chercher Ileni Rena pour compléter le poste, un jeune buteur à polir qui doit engranger l'expérience, mais c'est déjà une différence qui mérite d'être évoquée. Tu as aussi laissé plus de place à tes 2 buteurs titulaires. Balogun avant sa blessure et Mbolo de retour de blessure ont tous les deux été impliqués dans le projet de la saison. Ils font partie des plans, et tu sens d'ailleurs que si le buteur suisse répondait un peu plus aux attentes, l'équipe serait sûrement au même niveau que le PSG. Mais la différence la plus importante, c'est que les joueurs qui sont désignés pour récupérer ce fardeau sont prêts à le faire. Aujourd'hui, le duo Benseghir Magnès Akliouche a réussi à se créer une vraie réputation grâce à leur performance. Les 2 jeunes français sont devenus des leaders offensifs, que ce soit sur l'aile droite, l'aile gauche ou dans le cœur du jeu, leur duo réussit toujours à perforer les défenses adverses, et c'est une vraie réussite du pari fait par l'Autrichien. Les deux sont des feux follets inarrêtables, ils brillent par leur qualité technique avec ballon, leur capacité d'élimination. Benseghir semble pour l'instant avoir retrouvé toutes ses facultés après une année compliquée. Akliouche veut clairement passer un cap cette saison, et quels que soient les joueurs alignés, ils trouveront toujours une manière d'être dangereux pour l'adversaire. Offensivement, ils sont impressionnants, mais s'arrêter à là serait une insulte envers leur début de saison. Personnellement, ce qui m'a le plus impressionné, c'est leur débauche d'énergie. Avec ballon, ils provoquent, débordent, dribblent et progressent jusqu'au camp adverse. Sans ballon, ils multiplient les appels dans la profondeur, effectuent des courses à vide pour créer des espaces, des décalages, pressent à la perte, se repositionnent pour bloquer les axes de passe adverses et agressent le porteur lorsqu'ils trouvent le ballon dans leur zone. Chaotique avec ballon, ils réussissent à garder une vraie discipline sans qui fait une sacrée différence pour Monaco. L'équipe devient donc une machine difficile à briser, puisque si le bloc haut est battu par une passe longue, derrière tu dois taper un duel avec Wilfried Singo pour espérer continuer à attaquer. Et j'ai pas vu beaucoup de personnes être capables de passer ce monde. Cette formule est sacrément impressionnante. Je pense que le coach mérite des louanges, il a réussi à mettre ses leaders dans les meilleures dispositions possibles, il a gardé tous ses joueurs impliqués, il a fait progresser ses jeunes pousses, ses résultats sont ceux espérés, l'équipe grandit, et à part l'aspect mental qui peut parfois leur faire défaut, je n'ai pas l'impression de voir une énorme faille dans ce système. C'est pour tout cela que beaucoup voient en ce Monaco un candidat pour le titre cette saison, avec un PSG
qui semble plus faible, prenable même, les espoirs de voir une nouvelle fois le club de la capitale échouer au niveau national sont de retour. Et je pense que c'est évidemment possible. Maintenant, pour réussir, il faudra continuer à monter en puissance, que ce soit collectivement où on a vu certaines failles lorsque l'arbitre célébrait les buts adverses, ou bien lorsqu'un événement venait contrecarrer les plans de jeu. Individuellement, tu as certains joueurs qui doivent reprendre du poil de la bête. Je pense à Balogun et Mbolo qui doivent absolument retrouver leur top niveau et leur confiance afin d'arrêter de louper des face-à-face faciles. Le niveau de finition du Suisse est d'ailleurs plus inquiétant que celui de l'Américain. Le Joe doit aller aussi continuer son ascension. Tu sens que Akliouche peut encore être plus décisif s'il étoffe un peu plus sa palette, comme Ben Seguir l'a fait avec les coups de pied arrêtés. Minamino et Golovin doivent aussi réussir à être plus décisifs afin d'éviter certains retournements de situation en plein match, mais pour la plupart, ce sont des détails qui auront évidemment leur importance au cours de la saison, mais des détails. Ton calendrier va commencer à se resserrer pour ce mois de décembre. Et s'il va falloir réussir à valider la qualification en Europe en prenant des points contre une des 3 grosses équipes restantes à affronter, il va aussi falloir réussir à rester dans ce peloton de tête en obtenant de bons résultats contre l'OM et le PSG en Ligue 1. Ce sont 2 matchs que j'ai hâte de voir. D'ailleurs, tu l'as remarqué, mais ce soir c'est le match contre l'OM, et c'est pour ça que je sors cette vidéo maintenant. Bref, ça me tenait à cœur de parler de Monaco, c'est une de mes équipes préférées de Ligue 1 cette saison. J'espère que t'as aimé, et on se retrouve très vite pour la suite.